Mesdames, Messieurs, bienvenue. Bienvenue pour cette 8e édition des rencontres économiques du monde arabe, ou ces petits déjeuners économiques du monde arabe qui obtiennent un succès croissant. Le dernier, aussi quelques semaines, était consacré à l'Afrique. Et celui d'aujourd'hui est consacré, vous le savez, à la transition énergétique. Et au lendemain de ce qu'on appelle COP 21, la conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris avec le succès que l'on sait, et quelques semaines, quelques mois avant la tenue à Marrakech de la conférence sur le climat 22, nous avons souhaité consacrer cet événement à la transition énergétique. D'abord, permettez-moi de saluer très chaleureusement et, j'ose dire, très amicalement, deux personnalités qui ouvrent cette journée. Ségolène Royal, ministre en charge du climat et présidente de cette conférence sur le climat et qui, depuis tant et tant d'années, s'est engagée sur ces sujets, sur le plan national, international, et aussi dans la région dont on a été l'élu. Et Salaheddine Mezouar, un grand ami de la France, président de la COP 21 et de la COP 22, l'un et l'autre, qui travaillent main dans la main pour que la conférence de Marrakech soit un autre succès et marque une nouvelle avancée. Et leur présence commune en cet instant constitue un symbole fort pour aborder un sujet qui mobilise plus que jamais les acteurs économiques. Et notamment dans le monde arabe ou dans les liens qui unissent les entreprises françaises et les pays arabes. Cette rencontre donnera la parole à des chefs d'entreprise, à des experts actifs dans le monde arabe. Leur expérience, leur expertise, leur vision permettront de mieux appréhender l'ensemble des enjeux. Je tiens à remercier Dominique Pialot, journaliste à la Tribune, qui nous fait l'honneur d'animer la table ronde, ainsi que les 5 intervenants présents à nos côtés, Shermine Dajani, présidente de Panmed Energy de Jordanie, Roberto de Diego Aruzamena, CEO d'Abdul-Latif Jamil Energy and Environmental Service, Émirats Arabes Unis, Adil Khamis, directeur de la stratégie et du développement de Nareva, Maroc, Paddy Manhattan, CEO d'Acta Power d'Arabie Saoudite, et François-Xavier Perrin, président du directoire de RATP Développement France. Des ateliers thématiques vous seront proposés à l'issue de la table ronde. Ils vous permettront d'approfondir certains sujets par petits groupes de travail. Et je remercie en même temps donc les experts qui ont accepté d'animer chacune de ces ateliers, chacun un atelier thématique. Enfin, j'adresse mes remerciements très sincères à ceux qui ont été partenaires, sont partenaires de cette matinée économique, Entreprises pour l'environnement, la Tribune, RATP Développement, Veolia, le cabinet Gilles, Ponticelli. Voilà brièvement résumé, simplement pour revenir en 2 mots sur la France et le Maroc. La France mène, notamment sous l'impulsion de Ségolène Royal, une bataille acharnée et déterminée pour assurer cette transition énergétique. Disons-le, et bravo Madame la Ministre, que hier, la France a été le premier des pays industrialisés à ratifier l'accord sur le climat. C'est une date importante. Et le Maroc, sous l'autorité de Sa Majesté le roi Mohamed VI, mène aussi un combat d'envergure, partout dans tout le pays. Et la plus importante installation
d'énergie solaire a été récemment, en présence de Ségolène Royal, je crois, inauguré à Ouarzazate, voici quelques mois, et c'est aussi un événement d'envergure, tant il est vrai que le temps des paroles, même si aujourd'hui la parole sera reine, doit être accompagné par le temps de l'action. Merci donc à vous toutes et à vous toutes d'être là, et si elle le veut bien, je donne la parole à Madame la ministre Ségolène Royal. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président de l'Institut du monde arabe, cher Jack, toujours aussi dynamique, aussi entreprenant. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici à tes côtés. Monsieur le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Royaume du Maroc, président du comité de pilotage de la COP22 et prochain président de la COP22, cher Salah Eddin. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui et surtout le lendemain, juste, comme vient de le dire Jack Lang, du vote par l'Assemblée nationale du projet de loi de ratification. Ça a été vraiment, pour moi et pour le président de la République française, une vraie volonté de faire en sorte que la France, qui a eu la responsabilité et l'honneur d'accueillir la COP21, continue à être exemplaire et à s'appliquer à elle-même ce qu'elle demande aux autres. C'est assez simple, c'est pour moi un grand principe de l'action politique, s'appliquer à soi-même ce que l'on demande aux autres. Donc maintenant, je vais être, comment dirais-je, en situation plus forte en tant que présidente de la COP21 pour demander à l'ensemble des pays industrialisés, c'est-à-dire ceux qui sont à l'origine du réchauffement climatique, de ratifier rapidement l'accord de Paris, parce que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui ont déjà ratifié, ce sont les pays, parmi les pays les plus vulnérables. Il y a 16 petits pays qui ont ratifié, et notamment les États insulaires, ceux pour lesquels, finalement, la question du dérèglement climatique est une question de vie ou de mort, de disparition, essentiellement. Donc il est temps que les pays industrialisés prennent leurs responsabilités, comme ils l'ont fait pour adhérer à l'accord de Paris, pour signer l'accord de Paris. 177 pays ont désormais signé l'accord de Paris. C'est un exploit qui a été accompli, c'est une grande première mondiale. Jamais une convention internationale n'avait été signée en aussi peu de temps par autant de pays à l'échelle planétaire. Et donc c'est sur cette dynamique-là maintenant que nous devons nous appuyer, non seulement pour mettre en place les actions de ce qu'on appelle le pré-2020, c'est-à-dire ce qui va permettre d'entrer concrètement dans la réduction des gaz à effet de serre, mais surtout pour préparer l'application et la montée en puissance de l'accord de Paris à partir de 2020. Et là, nous sommes rassemblés au moment où les négociations de Bonn battent leur plein, c'est-à-dire que sont réunis en ce moment, pendant 10 jours, à Bonn, les négociateurs qui travaillent déjà sur les outils opérationnels de l'accord de Paris. Donc vous voyez, nous sommes dans une belle dynamique et c'est pour ça que je suis très heureuse d'avoir l'occasion de m'adresser à vous. Je voudrais d'abord vous dire deux choses. D'abord, c'est qu'il ne peut pas y avoir de réussite sur de la lutte contre le réchauffement climatique sans le monde arabe. C'est impossible. Et par conséquent, le monde arabe a une place stratégique dans l'accord de Paris et dans les actions stratégiques de diminution des gaz à effet de serre. Et en plus, il s'y passe beaucoup de choses. Et je crois que vos débats vont avoir l'occasion, vont vous donner l'occasion et vont nous donner aussi l'occasion d'avoir de la visibilité sur tout ce qui se passe dans la transition énergétique du monde arabe. C'est vrai que j'ai pu le constater de mes yeux, puisque j'ai eu l'honneur d'être invité par Sa Majesté le Roi du Maroc pour inaugurer la centrale photovoltaïque Nour, c'est-à-dire la première étape de cette centrale photovoltaïque. Il va y avoir 2 autres étapes avec des technologies différentes, ce qui va permettre aussi d'avoir une sorte de laboratoire à ciel ouvert des différentes technologies du photovoltaïque. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai eu l'occasion aussi l'année dernière de me rendre à Masdar pour voir concrètement aussi ce qu'était une ville à énergie positive, de parcourir aussi ce formidable événement dans les Émirats sur les énergies renouvelables. Et c'est d'autant plus remarquable à observer que ces événements se situent dans des pays producteurs de pétrole. Disons clairement les choses, posons les problèmes sur la table.
Et donc aujourd'hui, la problématique, ça n'est pas de mettre en accusation tel ou tel continent qui produit des énergies fossiles, puisque nous-mêmes, nous avons assumé notre révolution industrielle au siècle dernier à partir des énergies fossiles. Mais c'est de faire en sorte que le monde entier, dans sa dimension planétaire, prenne à bras-le-corps la question de la transition énergétique pour pouvoir réorienter dans les années qui viennent cette production et à la fois pour produire aussi plus proprement les énergies fossiles. Tel est l'enjeu. Et de ce point de vue, moi j'observe vraiment avec une grande satisfaction le courage des pays du monde arabe qui s'engagent dans cette transition énergétique alors même qu'ils sont producteurs d'énergie fossile. Ils le font pour deux raisons. D'abord parce que les ressources en énergie fossile sont limitées dans le temps, donc autant anticiper maintenant ce qui se passe. Et ensuite parce que la baisse du prix aussi du pétrole pose beaucoup de problèmes aux pays producteurs de pétrole, non seulement parce qu'il y a une diminution des ressources, ça c'est toujours très problématique, mais également parce qu'il faut à la fois assumer la baisse de ressources liée à la baisse du prix du pétrole et dégager des investissements pour investir dans le renouvelable. Ce n'est pas facile. Donc ça suppose aussi que les prix des technologies du renouvelable baissent. Et on observe, heureusement, avec la montée en puissance des marchés du monde entier sur les énergies renouvelables, qu'il y a une baisse du prix d'accès aux énergies renouvelables. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça permet d'articuler justement cette mutation énergétique sans causer trop de dégâts aux différentes économies. Ce qui est en jeu, c'est d'abord la sécurité énergétique, bien évidemment, la sécurité alimentaire, l'accès à l'eau, la qualité de l'air, la compétitivité économique, l'emploi, etc. C'est-à-dire que tous les sujets, finalement, convergent vers cette problématique climatique. Et c'est ça aussi qui est encourageant. C'est-à-dire qu'on constate trois choses, finalement. Premièrement, qu'aucun pays du monde n'est épargné par les dégâts du dérèglement climatique. Aucun pays du monde n'est épargné. Donc cette prise de conscience planétaire, c'est ce qui a finalement été le facteur le plus puissant de la convergence des actions et de la décision de l'accord de Paris. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, que le dérèglement climatique, finalement, s'accélère et que les conséquences sont beaucoup plus graves que celles que l'on avait pu imaginer et que le monde arabe est très directement frappé, et notamment parce que les pays les plus chauds sont les plus vulnérables et sont ceux qui souffrent le plus du réchauffement climatique, par définition, parce que quand un pays chaud devient encore plus chaud avec la raréfaction des problèmes de l'eau, la question de la déforestation, l'avancée des déserts, la montée du niveau de la mer, on voit bien que les dégâts climatiques aussi frappent très fortement le monde arabe. Et donc, cette prise de conscience-là, elle a été aussi rapide à cause justement de l'impact dramatique du dérèglement climatique. Et par conséquent, la troisième idée, c'est de se dire, mais nous avons un défi à relever, mais aussi une chance à saisir. Parce que chaque fois qu'une société doit innover, chaque fois que des entreprises doivent inventer et le présent et le futur, chaque fois que les fonds d'investissement s'interrogent sur quelles sont les stratégies à venir et où est-ce qu'il faut s'investir pour pouvoir valoriser nos investissements, à ce moment-là, il y a de l'innovation, il y a de la créativité, il y a de l'invention du futur, donc il y a de l'espoir. Chaque fois qu'on peut innover, il y a de l'espoir. Et le grand basculement de la COP21, c'est l'investissement vert. C'est que les grandes entreprises, et les petites, et leurs sous-traitants, mais aussi que les fonds d'investissement, enfin, se sont orientés vers la finance verte. Alors, il y a tout un débat sur la question du prix du carbone. Ça, j'entends bien que dans la coalition prix du carbone, bien évidemment, pour l'instant, il n'y a pas de pays producteurs de pétrole, par définition, puisque c'est quand même plus problématique pour eux de s'imposer un prix du carbone. Mais ça, on fera les choses par étapes. Ce n'est pas un problème. Là aussi, il faut avoir la capacité de régler les choses pour le temps présent, de régler les choses avec ceux qui peuvent s'engager maintenant et ensuite de regarder l'avenir, comment ensuite on peut converger vers ces problématiques qui permettent de donner finalement un coût à la pollution, d'une certaine façon, mais que ce coût à la pollution, c'est-à-dire ce prix du carbone, soit réinvesti et réinjecté dans les productions propres, soit les productions propres d'énergie fossile, parce qu'on peut encore
améliorer la propreté de la production des énergies fossiles, soit les investissements dans les énergies renouvelables propres. Et on a donc ainsi une économie circulaire où rien ne se perd, puisque ce qui est prélevé sur les pollueurs est réinvesti finalement sur la dépollution. Et ça, c'est de nature aussi à sécuriser les entreprises et les investisseurs, parce qu'ils savent que cet argent n'est pas perdu, il ne va pas n'importe où, il va vraiment sur des investissements opérationnels et rentables. Pour terminer, je voudrais vous dire que mon vœu le plus cher en tant que présidente de la COP21, c'est que les pays du monde arabe adhèrent aux grandes coalitions qui ont été mises en place pendant ce qu'on a appelé le plan d'action Paris-Lima, qui va devenir le plan d'action Paris-Lima-Marrakech. Ces grandes coalitions qui sont des coalitions très opérationnelles, qui rassemblent à la fois des États, des entreprises, des ONG, des villes, des territoires, doivent permettre aussi d'aller de l'avant sur la transition énergétique et environnementale. Par exemple, l'Alliance solaire internationale, que l'Inde et la France animent, le pacte de Paris sur l'eau, avec un objectif particulier d'optimiser l'usage de cette ressource vitale. Un nouvel appel à l'action vient d'être lancé avec un accent qui a été mis sur les systèmes d'information. Je souhaite que vraiment tous les pays du monde arabe puissent adhérer à ces coalitions. Nous avons mis en place une coalition sur la planification des transports propres. Nous avons mis en place aussi une coalition sur le bâtiment et la construction, qui est un sujet essentiel de la transition énergétique, c'est-à-dire mieux isoler les bâtiments, inventer aussi les bâtiments à énergie renouvelable, le stockage des énergies renouvelables, notamment de l'énergie solaire qui est en quantité, qui est en profusion dans le monde arabe. Et puis, bien évidemment, l'initiative sur les énergies renouvelables en Afrique, qui m'a d'ailleurs conduit récemment à aller en Égypte. Alors, cette recherche sur l'efficacité énergétique, sur les énergies propres, sur la capture et sur la séquestration du carbone est déjà particulièrement active dans les pays du monde arabe comme en France. Des coopérations fructueuses existent déjà, je pense que vos débats le montreront, et vraiment je forme le vœu qu'elles puissent être encore renforcées. J'ai choisi également, en tant que présidente de la COP21, de continuer cette année le dialogue noué avec les entreprises sur cette question de la lutte contre les changements climatiques, puisque ce sont les entreprises qui finalement mettront en œuvre l'accord de Paris sous l'impulsion bien évidemment des États, qui avec leur législation, qui avec leur fiscalité, qui avec leur réglementation, qui avec leurs normes peuvent pousser en avant les entreprises à être encore plus rentables dans leur stratégie de développement économique sur la croissance verte. Les gouvernements du monde entier ont décidé d'entamer cette transition mondiale et ils ont fait appel aux solutions innovantes pour ce faire. De plus en plus d'entreprises donc utilisent dans leurs procédures internes cette problématique du prix du carbone sur laquelle vraiment je me permets d'insister, puisque une coalition mondiale s'est mise en place, initiée par la Banque mondiale, soutenue par la France et qui se développe autour d'un certain nombre de principes. Voilà, cher Jack Lang, cher Salah-Eddine, mesdames et messieurs, la transition énergétique est indispensable pour que nous puissions collectivement lutter contre le réchauffement climatique, mais chaque partie du monde, bien évidemment, doit décider pour elle-même ce qui est bon pour elle-même et pour les peuples dont ils ont la charge, dont le monde arabe a la charge. Bien évidemment, comme chaque partie du monde, finalement, réfléchit à son potentiel, à ses freins, à ses initiatives, à sa capacité d'innovation, au délai aussi de la transition énergétique pour qu'elle soit la plus rapide possible, parce que c'est comme ça aussi qu'elle est la plus rentable. Donc il ne s'agit pas d'imposer à tout le monde le même modèle énergétique. Même au sein de l'Europe, on ne s'impose pas à chaque pays le même modèle énergétique. Forcément, on a des histoires différentes, on a du potentiel différent, on n'est pas sous les mêmes latitudes, etc. Mais nous avons un objectif commun qui est la réduction du réchauffement climatique, parce que tous nos pays en souffrent et en souffreront de plus en plus douloureusement si nous n'agissons pas. C'est pour ça que je me réjouis vraiment de l'initiative qu'a pris Jack Lang sur un sujet absolument majeur. Je vous invite les uns les autres donc à inciter, d'abord je vous incite vous-même, et ensuite à inciter tous les réseaux dans lesquels vous agissez à adhérer à ces grandes coalitions opérationnelles,
parce que je pense que c'est dans cette intelligence collective, dans cet échange de savoir-faire, dans ce transfert de technologie, dans cette compréhension du monde, que nous pourrons tous ensemble réaliser cet objectif extraordinaire sur lequel, pour la première fois, la communauté internationale se met d'accord sur des enjeux de civilisation absolument majeurs. Et je crois que c'est une fierté collective que nous pouvons avoir. Au moment, en plus, où il y a autant de tensions dans le monde, tant de violences, tant de guerres, tant de conflits, tant de souffrances, etc., que la communauté internationale, à un moment, se soit arrêtée et se soit dit, maintenant, nous prenons nos responsabilités, non seulement pour construire le monde d'aujourd'hui, mais pour s'intéresser au monde de demain, celui que nous ne verrons même pas, c'est quand même extraordinaire. Je voudrais dire même que c'est unique dans l'histoire de l'humanité, que des hommes et des femmes du monde entier, que des dirigeants du monde entier s'arrêtent à un moment, quel que soit leur niveau de développement, quelle que soit leur géographie, quelle que soit leur taille, quel que soit leur conflit, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur culture, pour se dire, à un moment, nous avons quand même quelque chose de commun, qui est de reconstruire les relations humaines entre les êtres humains et leur planète, parce qu'il ne s'agit pas de sauver la planète, elle peut bien se passer de nous. Tu sais, j'entends dire, il faut sauver la planète. Non, ce n'est pas la planète qu'il faut sauver. Ce sont les activités humaines qui ont détruit la planète. C'est la surexploitation des ressources naturelles qui a détruit la planète. Ce sont les pollutions de toute nature qui détruisent la planète. Vous voyez, il y a 3 mauvais comportements. Il y a le réchauffement climatique, il y a la surpollution, et il y a la surexploitation des ressources naturelles. Donc c'est à ces 3 mauvais comportements qu'il faut mettre fin pour rétablir l'harmonie entre les êtres humains et leur milieu naturel. Longtemps, on a pensé que la nature était au service de l'homme. Pas du tout. La nature n'est pas au service des activités humaines, c'est le contraire. Ce sont les êtres humains qui ne peuvent pas vivre sans la nature. Et quand ils essayent de vivre contre la nature, en détruisant la nature, alors ça se retourne violemment contre eux. Toutes les philosophies l'ont dit. Toutes les religions l'ont dit, tous les libres penseurs l'ont dit. Et donc, cette prise de conscience, au fond, que la civilisation, elle repose sur le rétablissement d'une juste relation, d'une juste harmonie entre les êtres humains et la nature qui les entoure, c'est ça le défi que nous avons à relever ensemble. Nous pouvons le faire, c'est difficile, mais je pense que nous en avons la volonté, nous en avons l'intelligence, nous allons nous rassembler pour cela, et je vous remercie infiniment d'y passer du temps et de vous rassembler pendant ces quelques journées pour y réfléchir et pour nous faire des propositions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, cher Jacques, cher Ségolène. Je suis très heureux d'être dans ce lieu chargé d'histoire, trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Je voudrais remercier mon ami Jacques pour cette invitation et pour tout le travail qu'il accomplit au service d'idées et d'idéaux nobles, dont celui qui nous réunit aujourd'hui. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler naturellement mes félicitations à la France pour la grande réalisation, mais surtout les avancées qu'elle permet. L'accord de Paris est un événement historique qui marque un tournant parce que c'était le sommet de la décision. Ce n'était pas facile, ce n'était pas simple, mais c'est aussi la résultante d'une prise de conscience collective et d'une détermination à rentrer dans ce qu'on appelle cette nouvelle ère, ce nouveau mode de vie qui est passionnant et plein de défis, plein de challenges et qui naturellement aura des impacts considérables sur nos modes de vie et sur l'évolution future de l'humanité. Nous sommes en train de parler de choses énormes et naturellement, comme toute chose de cette dimension-là, il y a des passionnés
Et il y a ensuite les convaincus et la dynamique continue. Donc quand on parle de transition énergétique, nous sommes dans une transition civilisationnelle et je crois que la prise de conscience qui est la nôtre, de plus en plus collective, va être un facteur d'accélération de ce nouveau monde et de l'émergence de ce nouveau monde. Marrakech se veut une continuité de cet esprit. On a parlé de l'esprit de Paris, on parlera de l'esprit de Marrakech qui ne peut pas être différent de l'esprit de Paris. Nos destins sont liés. Le hasard a voulu que la France organise la COP21 et le Maroc la COP22. Et donc ça facilite aussi parce que la fluidité de nos relations, l'entente, l'exception de la relation font que nous travaillons comme si on était la même équipe, avec la même ambition, la même vision. Et je crois que c'est un élément facilitateur et encourageant pour la réussite de la COP 22. Parler du monde arabe, c'est parler d'un espace géographique qui a ses spécificités. Nous parlons d'un monde où une grande partie est une partie aride ou semi-aride, menacée naturellement par le réchauffement climatique, avec des vulnérabilités de plus en plus accentuées, avec les conséquences qu'on connaît, en termes d'insécurité alimentaire, en termes de pression sur les ressources hydriques, en termes de migration de population, en termes d'inégalité sociale, en termes de drame humain. Et donc, l'enjeu pour le monde arabe est un enjeu sérieux. Il y a une prise de conscience au niveau des pays arabes et dans le monde arabe d'une manière générale. Il faut qu'on arrête ces stéréotypes qui consistent à dire, comme c'est des producteurs de pétrole, ils ne sont pas des gens enclins ou des pays enclins à aller vers cette dynamique de changement du mode de consommation ou de production et changement du mode de vie. Il y a des exemples qui démontrent le contraire. Il y a des acteurs d'abord privés qui deviennent de vrais acteurs moteurs de cette dynamique. Je parle de deux groupes que je connais, Aqua, Masdar, qui doivent être certainement ici, et qui deviennent des acteurs forts, privés forts, dans les énergies renouvelables. Il y a des annonces fortes. L'Arabie Saoudite, vous le savez, a annoncé la production à l'horizon 2030 de 41 gigas en renouvelables. 100 milliards de dollars d'investissement. C'est pas rien. J'en connais pas des exemples comme ça. Les Émirats, 15 milliards de dollars à l'horizon 2021. Et de multitudes d'autres exemples dans d'autres pays, l'Égypte et ailleurs, la Jordanie. Donc il y a une dynamique au sein du monde arabe qui va vers l'intégration dans cette dynamique collective. Le Maroc, qui s'est engagé par la voie de Sa Majesté, aller vers un mix énergétique de 52% d'énergie propre, avec tout le travail qui est fait sur l'efficacité énergétique. J'ai assisté à un moment, pour moi, qui était important. 2009, quand la décision a été prise, alors que j'étais ministre des Finances, la décision a été prise de lancer ce grand projet solaire de 2000 MW à l'horizon 2030. Le différentiel de coût était de 30% entre l'énergie actuelle et l'énergie solaire. Et c'est là où la combinaison de conviction et de vision des leaders des États est importante. Et Sa Majesté a décidé, malgré le différentiel, d'aller vers ce mode de production énergétique. Ça montre des convictions, de la vision, mais aussi le courage de prendre ce type de décision. Il est facile d'aller vers le maintien, compte tenu des contraintes d'un pays en développement, de se dire, après tout, pourquoi je vais aller vers un
une subvention potentielle que j'avais calculée à l'horizon 2015 de 3 milliards d'euros par an pour compenser le différentiel par rapport à ce qui était prévu. Il n'y avait aucune raison compte tenu des besoins en matière de développement pour le pays et pour les territoires. Mais il fallait du courage politique et ça a été fait. Et aujourd'hui, la première centrale existe, elle est en train de... son extension est en marche. Les 4 autres sites sont en gestation et donc ça devra rentrer dans les projets à exécuter. 850 mégas d'éoliens sont en fonctionnement, d'autres projets sont en marche, donc la dynamique est en train de prendre. Donc il est important et fondamental qu'il y ait cette combinaison entre la conviction et la vision, mais aujourd'hui, au-delà de la conviction et de la vision, il y a la pression de la réalité. Et la pression de la réalité fait que la responsabilité politique des États exige d'aller vers ce consensus qui est trouvé aujourd'hui pour avancer sur les énergies propres. Quelle est la responsabilité de la COP21, de la présidente de la COP21, comme du président de la COP22? C'est d'encourager les initiatives. Toutes les initiatives arabes seront encouragées. Et nous tenons, et nous devons le faire. Les pays arabes sont capables, avec aussi les ressources dont disposent certains d'entre eux, et la capacité d'investissement et également de maîtrise progressive des technologies, sont en mesure d'accompagner cette dynamique à l'intérieur du monde arabe et au-delà du monde arabe. Donc notre responsabilité en tant que présidence est d'aller vers l'encouragement des initiatives dans le cadre des partenariats publics-privés, parce que c'est important, et faire de sorte que le monde arabe soit un acteur. Je répète toujours cela. Quand on aborde un nouveau monde, il y a des choix à faire, où on est suiveur, où on est acteur. Je pense qu'on est dans un contexte, dans un moment où il faut être acteur, il faut prendre des initiatives, il faut développer les capacités et les compétences pour pouvoir être un vrai joueur dans un monde qui est en train de changer. Et le jeu est ouvert. C'est vrai que certains disent qu'il y a des inégalités par rapport à d'autres régions qui sont vulnérables, qui n'ont pas les ressources, qui n'ont pas les moyens. Mais même cela, il faut être un acteur entreprenant. Et ma conviction, c'est que par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, que ce soit dans le monde arabe ou ailleurs, il y a des choses à faire. Il y a un consensus aujourd'hui, il y a des moyens et des outils à mettre en place, des initiatives à prendre. Le Maroc prendra des initiatives dans le sens de l'accélération d'un certain nombre d'aspects, particulièrement tout ce qui est en relation avec la finance climat, le financement de projets. On a beaucoup parlé de l'Afrique, on a beaucoup parlé des initiatives autour de l'Afrique. C'est important, c'est fondamental, c'est déterminant. Et il faut avoir la vision et le courage. Et la capacité également de rassembler. Beaucoup d'argent existe dans le monde. Je viens du monde de la finance. Beaucoup d'argent. Et cet argent, on cherche où se placer, où s'investir, où investir. Et je crois qu'un des axes aujourd'hui qui est visible et dans lequel il est utile d'y aller, c'est naturellement celui des énergies renouvelables. Il faut accompagner ceux qui n'ont pas la capacité par le transfert de savoir-faire, la capacité à monter des projets. Il y a des besoins et il y a du financement. Il faut qu'au milieu, il y ait des acteurs qui sont en mesure de mettre tout cela en forme et que ça puisse fonctionner. Le différentiel de coût continuera, mais on sait qu'il y a des économies d'échelle qui vont se produire avec le temps, avec la massification, et je crois que cette question de différentiel s'estompera avec le temps. Je ne veux pas m'étendre encore plus. Je vous remercie, Jacques, merci à vous tous, et avec Ségolène, nous continuerons à porter la voix de la conviction et de l'ambition. C'est vrai, j'ai adoré les propos par lesquels vous avez terminé, en adressant des messages forts. Et il faut à chaque fois adresser des messages forts. Pour dire, après tout, et c'est ce que je pense important,
c'est passionnant ce qui est en train de se passer. Ce changement du monde qui est en train de se faire est passionnant. Quand on se projette déjà sur plusieurs années, on voit comment le monde sera et fonctionnera, comment les villes seront, comment le mode de consommation sera, comment les relations entre les pays et les États, l'atmosphère. Je pense que ça mérite l'investissement et je pense qu'il faut y aller. Salut. Merci. Bon, je crois que nous allons commencer la table ronde car nous avons déjà pris un petit peu de retard. Alors, on va essayer de rester dans ce ton passionné et enthousiaste qu'ont adopté les ministres Madame Royal et Monsieur Mézoir en introduction de la table ronde. Comme l'a rappelé Madame Royal, aucun pays n'est épargné par un changement climatique qui survient plus rapidement encore qu'on l'avait prévu et certainement pas les pays arabes. Elle a également rappelé le rôle majeur que les entreprises allaient jouer dans ce processus de lutte contre le changement climatique. Et Monsieur Mézoir a incité à la fois les États, mais aussi leurs acteurs économiques à devenir justement des acteurs, de vrais joueurs de cette transition. Ça tombe bien parce que je suis ce matin entourée par précisément... On a un petit problème de transition. Il n'y a pas de... Ok. Ça marche? Ok. Donc je continue ma petite introduction qui de toute façon n'apprend rien à Madame Dajani qui connaît tout ça largement aussi bien que moi. Donc nous avons effectivement un certain nombre de leviers qui nourrissent une demande forte, une demande croissante en énergie, hein, qui sont la croissance démographique, le développement économique, l'urbanisation galopante, et donc une demande en énergie qui devrait croître très fortement d'ici à 2050. Et pour des raisons à la fois environnementales, mais comme nous allons le voir lors de cette table ronde, largement aussi économiques, ce sont les énergies renouvelables qui devraient représenter une part significative de la réponse à cette demande, à cette hausse de la demande en énergie. Les énergies renouvelables, elles ont en 2015 battu de nouveaux records d'investissement qui, pour la première fois, ont été plus importants que ceux consentis dans les énergies fossiles. Et également en termes, et plus encore d'ailleurs en termes de capacité additionnelle installée, et ce en raison de la baisse des coûts qui se poursuit et le différentiel de coûts dont parlait Monsieur Mézoir qui diminue de plus en plus rapidement. Et d'ailleurs sur ce dernier point, les pays arabes sont particulièrement performants puisqu'on y a vu jusqu'à très très récemment, il y a encore quelques jours, parmi les prix les plus bas proposés dans le solaire, et c'est également le cas dans l'éolien, comme les intervenants de la table ronde vont le décrire tout à l'heure. D'ailleurs, effectivement, comme l'a rappelé Monsieur Mézoir, tous les pays arabes se sont fixés des objectifs en matière de développement de leurs énergies renouvelables, y compris l'Arabie Saoudite, qui, comme cela ne vous aura pas échappé, évidemment très gros producteur de pétrole, n'en a pas moins présenté il y a quelques jours une feuille de route pour envisager son avenir à moyen terme sans pétrole. Mais la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, ça n'est pas seulement la production d'énergie, c'est également la consommation, et ça signifie donc plus d'efficacité énergétique, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports, comme nous allons également y revenir. Les entreprises qui sont représentées ici ce matin, comme je disais, qui sont tous donc de vrais joueurs de cette transition énergétique, vont nous faire partager leur expérience, leur analyse de la situation et leurs perspectives par rapport à cette thématique dans les pays arabes. C'est pourquoi je suis ravie d'accueillir pour échanger sur ce sujet Madame Dajani de Panman Energy et Messieurs De Diego Arosamena, qui dirige la division Energy and Environmental Services de Aboul Latif Jamil, et Monsieur Kamis, qui est directeur de la stratégie du développement de Nareva, et Monsieur Padmanathan, qui est le PDG de Aqua Power, un groupe saoudien. Enfin, Monsieur Perrin, président du directoire de RATP Développement, qui, comme vous allez y revenir, gère des réseaux de transport en commun en dehors, évidemment, de la régie parisienne stricto sensu, et notamment dans les pays
arabes qui nous intéressent ce matin. Alors, je me présente également rapidement. Donc, je suis Dominique Pialot, journaliste à la Tribune. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Notre président, M. Tortora, qui avait prévu d'assister ce matin à cette table ronde, à cette matinée, est absent, mais pour de bonnes raisons, car il est à Casablanca ce matin pour finaliser les accords avec nos partenaires marocains pour le lancement de la Tribune Afrique, qui sera effectif au mois de septembre prochain, avec une équipe de journalistes locaux, donc basés à Casablanca, et qui, depuis Casablanca, a vocation à irriguer l'Afrique de l'Ouest. Et donc, évidemment, la Tribune sera particulièrement présente lors de la COP 22. Et moi, de toute façon, puisque les sujets climat-énergie sont mes sujets de prédilection depuis bientôt une dizaine d'années. Donc j'en ai terminé des présentations. Je propose d'entrer dans le vif du sujet et de poser la première question à Madame Dajani sur la façon quels sont, de son point de vue, what are the drivers of this energy transition that we can see emerging today in Arab countries, please. Good morning, and thank you for inviting me to beautiful Paris and beautiful weather. I just came from Jordan. And Jordan is Amman, where I come from. It's 900 meters above sea level. And usually during this time of the year, temperature is very mild in the early 20s. Yesterday it was 39 degrees. And people were calling each other and saying, I guess this is what they call climate change. Is that climate change? They're talking to each other. And so the weather and the climate change is affecting everybody. And people are looking on how to change themselves, how to change their behavior. If you look at oil-producing countries, Saudi Arabia changed the name of their ministry to become the Ministry of Energy and Renewable Energy, and sacked their oil minister or said bye-bye because they don't want to be associated with oil anymore. These countries are looking to change and cut on burning of their oil production. They burn 25% of their, or a quarter of their oil production. Countries that are not oil producing, for example, they're looking like Jordan. Jordan basically is a country that imports 97% of its energy, and it is affected by the political situation in the region. Jordan is affected by a third of the population being refugees. So they decided to diversify their energy mix, and so they're moving to renewable because we enjoy a lot of sunshine and a lot of radiation, high radiation, some of the highest in the world. Also, you've got the prices of renewable energy has declined recently. By like 80% in the past few years. So this is a driver for the private sector, for businesses to move into, aside from the climate change, to move into that. And the governments are also removing subsidies. They're also removing tax and custom duties on all these items. All these, I think, are players in... Thank you. We'll come back to the very low price of renewable. And I just wanted to add that you told me about climate change affecting even antique sites, the historical sites of the country. It is we're talking about Petra, we're talking about all this climate change is affecting all these historical sites, and people are concerned, and governments are concerned, you know. And also about refugees, I would like to remind that for some researchers, the climate change and food crisis is one of the reasons for the crisis in Syria. Of course, not the main one, but it didn't help, let's say. Well, thank you. Monsieur Perrin,
Vous êtes notamment concerné par un autre élément, une autre tendance très lourde des pays arabes aujourd'hui, qui est l'urbanisation très forte. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot de la manière dont ça se passe, comment vous voyez évoluer les choses et comment ça se traduit pour vos activités? Oui, c'est vrai que quand on parle de transition énergétique, vous l'avez dit, il y a le volet de la modification de la production d'énergie, mais on parle aussi du transport. Et si vous le permettez, je voudrais qu'on se rappelle du transport d'abord comme un contributeur à la lutte contre le réchauffement climatique, avec 2 chiffres. Nous transportons au Maghreb, entre Algérie et Maroc, donc à Alger, à Casablanca et à Constantine et à Oran, nous transportons 100 millions de passagers par an. Chaque passager transporté en transport en commun produit 40 fois moins d'émissions que quelqu'un qui utilise sa voiture individuelle. Je vous laisse faire le calcul de ce que ça représente en termes de lutte contre le réchauffement climatique, de favoriser les transports en commun. Alors souvent, on se rappelle des transports en commun comme un pollueur. C'est vrai que nous avons aussi des démarches extrêmement fortes pour que le transport en commun devienne lui-même plus propre, par exemple au travers de la transformation des véhicules en énergie électrique. Et alors, ce qui a été dit par les 2 ministres est absolument évident et flagrant lorsque l'on parle du Middle East, North Africa, des pays arabes, parce que à tous les degrés, l'urbanisation qui s'y produit, d'ailleurs de manière très différente, parce qu'on ne peut pas comparer les villes modernes comme Riyad du GCC et les villes anciennes du Maghreb, par exemple. Et les problématiques de transport, ils sont très différentes, mais partout, cette urbanisation, cette croissance rapide des villes pose évidemment des problèmes de transport public et incite les gouvernements à des actions extrêmement vigoureuses en faveur des transports publics. Nous avons célébré, avant-hier, à Casablanca, au Maroc, le 100 millionième passager du tramway de Casablanca, après moins de 3 ans d'exploitation. Donc vous voyez, il y a une utilisation extrêmement forte autour d'un tramway qui va être complété par une ligne 2, une ligne 3. Nous exploitons déjà 3 tramways en Algérie, Oran, Constantine et Alger, plus un métro à Alger. Il y a un programme d'ouverture de 4 tramways supplémentaires dans les villes algériennes en 2017. Et pour reparler d'Arabie Saoudite, il y a eu effectivement un programme extrêmement ambitieux en Arabie Saoudite de construction de transports en commun. Nous sommes actuellement en train, donc le groupe RATP est actuellement en train de construire un réseau de bus à Riyad. Riyad, c'est une ville de 6,5 millions d'habitants qui n'a pas de transport en commun, qui est une ville qui s'est construite sur le modèle américain, c'est-à-dire des autoroutes à 8 voies de chaque côté ou 6 voies de chaque côté en plein cœur de la ville. Ces autoroutes sont congestionnées à toute heure du jour et presque de la nuit. Il y a donc un besoin urgent de transport en commun et le Royaume a décidé de construire un réseau de transport en commun, non seulement à Riyad, mais dans toutes les villes importantes, Mecca, Médina, Dammam et Jeddah, mais pas seulement un réseau de bus, aussi des réseaux de métro. Et il y a actuellement 6 lignes de métro qui sont en construction à Riyad. Il y a au total, dans cette région MENA, il y a 250 milliards de dollars d'investissement dans les transports publics prévus pour les 10 prochaines années. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et donc, comme vous me l'avez expliqué, heureusement pour le climat, il y a une conjonction entre les problématiques de qualité de l'air et de congestion automobile, justement, et des transports publics. C'est quand même ça la motivation première, certainement, aujourd'hui, des gouvernements pour mettre en œuvre ces plans. Mais tant mieux, tout converge. Donc, si vous me permettez une plaisanterie en anglais, vous dites « What are the main drivers of the energy? There are too many drivers. » Alors, je vais maintenant donner la parole à Monsieur Roberto Di Diego. What form does this energy transition take?
how are renewables, for example, used by utilities themselves, for example, to shave the peak and things like that? How can you see the transition is going on? So specifically in the Arab world, there are economic drivers. Today, there are subsidies that are being reduced. As subsidies are being reduced, then there's a better financial model for renewable energy. At the same time, there's another driver for those that are generating oil and that are burning oil to generate power. One thing that is sometimes you forget to mention, and that is the desalination. You require a lot of power for desalination. These are countries that have no water. The more economic drivers, the more population you have more air conditioning, you have more need for water. In terms of the transition, as subsidies go down, there's going to be a change in behavior in terms of the consumption, the more responsible consumption. The consumption per capita of Saudi Arabia is one of the highest, if not the highest in the world, in a country where you don't have water. And it's because of the air conditioning systems, mostly, not the industry. Now, when you see the utilities today in this region, they're using fossil fuels to generate electricity. There's a drive by the governments and by the utilities themselves to reduce the cost of that. There's a dependency sometimes on third countries to import gas, for example, for generation, which gets reduced when you're using renewable energy. The sun shines where it shines, and you don't need to depend on a third party to provide you with gas or with oil. At the same time, the peak, there's two peaks in the region normally in the middle of the day, and then there's another peak in the early evening when people come back home. Renewable energy is covering those peaks, especially solar, wind, probably more in the evening. But solar during the day is covering the first peak. The second peak is covered, can be covered by solar with CSP, with solar thermal, which ACWA Power is a very good exponent of the use of CSP. We believe at ALJ that battery storage plus PV will eventually replace CSP and will allow that peak to be covered by solar energy with batteries. But is that happening already, or it's just plans that utilities have on their mind? Yes, we have done studies on 40 different battery technologies, and we're doing economic studies of the combination of PV plus battery storage for this purpose. And we believe that at 2 hours, the cost is already there on a 2-hour storage basis. But we also believe that the reduction in cost of the battery storage systems will be very similar to what the solar modules cost reduction happened. So therefore, today it's not there, but we're already getting prepared for the future. In parallel, we're also looking at technologies that merge desalination with renewable energy to be able to reduce the burden on the networks. Thank you. Monsieur Camis, j'aimerais que vous nous disiez un mot sur le Maroc. Ça a déjà été évoqué par votre ministre des Affaires étrangères, mais effectivement, le Maroc se distingue dans la région à la fois par ses objectifs ambitieux et par une évolution du cadre réglementaire récente qui permet de nouvelles exploitations en fait, des énergies renouvelables. Bon, c'est peut-être pour rappeler un peu le contexte et rappeler que le Maroc représente une exception régionale parce que c'est le seul pays qui ne dispose pas donc, de ressources fossiles. Et il est dépendant, donc, je dirais, par rapport aux pays donc, de l'Afrique du Nord, nous sommes une exception régionale énergétiquement parlant. Donc, partant donc, de ce constat, il y a, bon, ça a été rappelé par Monsieur le ministre, donc, en termes donc, de stratégie de développement des énergies renouvelables. En 2009, donc, nous avons donc, établi donc, une stratégie donc, qui s'articule sur le développement accru donc, des énergies renouvelables, donc, avec un objectif de 42% de capacité installée à base de renouvelables. 2020. En 2020, en 2020. Juste peut-être pour mesurer donc, l'importance donc, de cet investissement et de ces efforts consentis par le Maroc, ça représente en termes d'investissement entre 2014 et 2020 en moyenne un investissement de 1,5% du PIB marocain.
Si on doit donc peut-être le comparer peut-être avec les pays les plus avancés en termes de développement des énergies renouvelables, c'est 7 fois plus que les pays européens pour un pays qui émet 7 fois moins donc, de CO2. C'est clairement exemplaire. Maintenant, en termes donc, de cadre réglementaire, au Maroc, il y a 2 cadres réglementaires. Un premier cadre réglementaire qui est assez classique, donc d'un IPP, d'un partenariat public-privé. Puis il y a un cadre, à mon sens, qui est très innovant, qui a été promulgué donc, en 2011 et qui libéralise complètement la production et la commercialisation donc, de l'électricité donc, à partir des énergies renouvelables. Donc on crée clairement donc, un merchant plant, c'est que les privés puissent installer donc, des capacités renouvelables et vendre le productible, pas à l'utilité marocaine, mais à d'autres clients industriels. Nous-mêmes, en tant que Nareva, aujourd'hui, nous avons 300 MW wind qui sont opérationnels et nous vendons, nous avons plusieurs parcs éoliens qui sont en exploitation au Maroc et nous vendons donc notre productible directement donc, à des clients industriels, donc, type Lafarge, ArcelorMittal. Et clairement, c'est une structuration innovante dans le sens où c'était peut-être plus facile en 2009-2010 de dupliquer un peu le système donc, de feed-in tarif qu'on a vu se développer donc, partout dans le monde et surtout donc, en Europe. Mais l'intérêt, je dirais, de cette structuration, c'est d'abord d'un B2B, donc avec une implication limitée donc, des entités publiques, parce qu'ils ne font que transporter cette électricité, et ça permet de tirer donc, les prix vers le bas parce que c'est un B2B. Et donc, la transition énergétique, en fait, grâce à ces prix bas, n'est plus synonyme de subvention, de coût, de surcoût. Clairement. Là, aujourd'hui, lorsque il y a un contrat entre 2 entités donc privées, on formule donc des prix qui sont inférieurs au grid. Donc, alors que vous êtes encore inférieur à la parité réseau, hein. Sous la parité réseau. La parité donc du réseau, alors même que les énergies fossiles restent quand même subventionnées au Maroc. Oui, alors ça, on reviendra à cette histoire de subvention des énergies fossiles. Mr. Padmanathan, so you're the CEO of Aqua Power. I think you could have a word on this very low price. The price is going down and down for renewables and specifically solar power. Because you were the first big company of the region that offered a very low price that was 1 year ago, almost, I think. Could you elaborate on this, please? And how do you see things evolve? Do you think it can go much further? Well, then we'll have an example of something much lower, but we'll see how they manage that. Thank you. Morning. Thank you very much. It's fantastic to be here. Before I answer that specific question, the 3 drivers, quite apart from climate change, I think is now, nobody is discussing it, debating it. It's a reality. We see it. Floods in Saudi Arabia, snow in Saudi Arabia, 55 degrees centigrade during summer for the first time, 58, 59. So this is real. That's fine. But at the end of the day, sustainable transitions happen when there is an economic value underneath it, so that it can endure, the transition can endure. So the reality today in the low oil price environment, what it has reminded exporting countries as well as the importing countries, the volatility of that fuel, and the necessity to conserve cash. So throughout the region, Morocco, Saudi Arabia, Egypt, it doesn't really matter, Jordan, doesn't matter which country you talk. Everybody wants to conserve, governments want to conserve cash. That means they want to start reducing subsidies. So that has coincided at a time when renewable energy costs have come dramatically down. You mean subsidies for fossil fuel consumption? Well, for the moment, all the subsidies has been going for fossil fuel because in this part of the world, other than in a couple of pioneering countries like Morocco, there hasn't been any significant renewable deployment. So all the subsidies and massive subsidies have gone into fossil fuels. In a country like Saudi Arabia
oil is being used inside the country at $4.40 a barrel, or 75 cents per million BTU for gas, prices that are not dreamable anywhere else in the world. So, but that's changed. No longer will they continue to use it at that price or subsidize the cost. So, but it's coinciding at the same time as when the renewable prices have come down. But most importantly, in our part of the world, in the whole of the MENA region, and that's what we're talking about here, we're also, well, it's a curse and a blessing. We are blessed with the environment. It turns out to be a blessing today. We consume something like 45% of energy in many of these countries, not in all, but in many, for air conditioning. When do we use air conditioning? Exactly when the sun is shining. When the sun doesn't shine during the day, when there is cloud cover, the load drops. Absolute load match for photovoltaic energy. And as it turns out, also the way the ambient temperature behaves on the coastal regions, there is a correlation with wind, the profile of the wind blowing. So we are able, for the first time, with the costs having come down, even with subsidized fossil fuel, deliver renewable energy at a lower cost. This is what has completely woken up everybody and started to change everybody's mind and start to push significant renewable energy deployment capacity. You're starting to see tender after tender. My company is a very good example. We're only 12 years old. We're technology neutral. We are fuel agnostic. We are there to deliver reliably electricity and desalinated water. We've become fairly significant fairly quickly. The first 7 years of our lives, coming out of Saudi Arabia, starting to operate in other countries in the region, customers, our bulk customers, we sell in bulk, thousands of megawatts, or we produce and sell. Our customers were looking for typically oil, gas as fuels. 2010, the transition started. Okay, visionary Morocco led the wave. At that time, it wasn't so obvious because there was a significant cost difference. But it started in 2010 in a very small way. Today, 2016, more than 60% of our new investments, and we're talking about investments that we are deploying capital at about $9 billion a year. More than 60% is now going to renewables. We are not dictating that. We are just serving our customers. Governments, government utilities, bulk consumers are asking for us to deliver renewable energy because it is the most cost competitive. So it is for me, what is exciting about this is that it's an enduring transition. It's not going to go the other way now, just because oil prices sort of suddenly start going up. No, they will continue to deploy renewable energy and more and more and more of it as costs continue to keep coming down because it is the most competitive. You asked me the question about costs coming down. I think it's... Yes, because I'm sorry to interrupt, but we all know that the prices of equipment has been going down for years, but not that much recently as the low prices that have been offered recently. So it means it's something else than just the price of the equipment. Okay, so in the early days, renewable energy was actually some of it, photovoltaic, concentrated solar power, particularly concentrated solar power, by the way. Get the heat of the sun, boil the kettle, catch the vapor, and drive a steam turbine. It's a Stone Age technology, but it wasn't particularly deployed in any significant way. Photovoltaic is a little bit more magic, so you're catching the electrons of the sun. But once you start, so like in any technology, when you start deploying technology, in the early days, there are only a handful of participants. It's kind of a little bit exotic. Venture capital piles into this kind of technology. They're looking for high returns. So in the early days, the costs tend to be very high. So the initial wave of cost reduction is always through improvement in technology, improvement in manufacturing, improvement in deployment, construction, whatever. And that's what we have seen in the case of photovoltaic and wind. That has come down fairly fast. So it's always this kind of a curve. So we have come down, and probably in the case of photovoltaic, we are starting to come into this part of the curve where
the costs going down are probably going to not be as dramatic as we go forward. The savings that are now coming are more from financial structuring innovation, operation and maintenance optimization, system integration. So we're now getting into the difficult area, and so you will start to see. And also, when you kind of come down to the kind of levels that are now being achieved, 3 cents per kilowatt hour for wind, okay, it can't be zero. So we've come from 30, 40 cents down to 3 cents. Okay, so maybe we can go to, what, 2.5 cents? 2 cents? As I say, it's not going to be zero, that's for sure. Well, after a while, it will be zero anyway. No, it cannot be. Well, you will sell it, but maybe the cost will be. How can the banks finance it? No, it's a question. Well, look, one thing I can tell you, all of what is being done out there is through the private sector. Private sector is driven by ultimately a profit motive. Private sector is not doing charity for the sake of it. So clearly, and these are very capital intensive business. You're talking billions of dollars being deployed on a single project. Hundreds of millions or billions. 80% typically is coming from financial institutions. And don't forget, we are deploying, so what is this business model? We spend all that money in 2 years. And then we get it back over 25 years. So nobody gets into this business and nobody starts throwing $1 billion into the ground without being pretty confident that there is a reasonable prospect, in fact, above reasonable prospect of getting that money back. So I think we've got to move past the skepticism. It is real, but as I say, I mean, we are in the business and we have been driving costs down. Concentrated solar power technology is an important technology, and we have been driving the cost down even in the CSP area, so we are now in that upper part of the curve, and we've got some more way to go. So we see it. We see how the costs are coming down and where the costs are coming down. And we can see the price path, the optimization. So it is real. By the way, in reality, before we get too excited about the 2 censuses and the 3 census, recognize what is the alternative. Using fossil fuel, even at today's low costs of coal and gas, forget oil. Oil is not going to be used for power generation anymore. It's not used in a significant way anyway. Even using oil and gas at today's prices, which are very low, fairly low, we're talking about 6 cents, 7 cents. That's the price at which energy will be generated using those fuels. So look, renewable energy at 3 cents, if we can get there with everything, I think would have done wonders, not just for decarbonizing the world, but also giving a phenomenal economic boost to the world. Because energy goes into just everything. And all of a sudden, we are talking about what? Halving the price of that input. We're not quite there yet, so let's not get too excited. These are just isolated prices at this point. But where we are going, certainly in this part of the world, where we are blessed with good resources, and the foundation is good resources, excellent sun, fantastic wind. We have got reasonable amount of land at relatively low cost. You try going and doing renewables in Japan. Today... They're doing floating wind farms. Correct, exactly. And try doing floating wind farms. That's a very expensive proposition. So in this part of the world, we've got good lands, we've got fantastic resources, and we have access to a reasonable amount of capital. It'll become a challenge as we go forward, but so the combination of all of that is what is driving this, and we will see the prices continue to keep going down, but not much more, in my view, in the photovoltaic and wind area, but much more so in the concentrated solar power, and I agree, battery technology will catch up. So I think we will evolve all these different technologies somewhere towards a sort of 6 and 7 cents sort of level over time.
within the next few years, fairly quickly, much quicker than people expect. Thank you very much. Mr. De Diego, let's talk about those 3 cents, because you're the... Exactly. So, because, well, you explained us that what happened a few, maybe days or weeks ago, and so it's half the price of what was already something major a year ago, and how you achieve that, and can we do that anywhere else, and how? Well, first of all, this is not something that is repeatable everywhere. In fact, we're bidding around the world. We have projects in Australia, South America, South Africa, Sub-Saharan Africa. Maybe you should remind the audience what you offered, what the price, in which circumstances, with Masdar. Yes, 2.99 cents. Now, you need to remember this is an 800 megawatt plant. So in order for that to be repeatable in other places, you need to have very similar conditions, if not better conditions. Very good solar resource. The interconnection point is in the solar park. The cost of land is very competitive. And we partner with Masdar. Masdar is actually the leading partner in the consortium. They have different criteria in terms of their cost of capital and how they approach these types of projects, especially in their backyard. They're a UAE government entity. I cannot talk too much because, of course, we have not been named preferred bidder yet. It's still under discussion. So those conditions need to be covered, and having, as Paddy mentioned, a very competitive financial structure, very competitive financial conditions for the project finance piece, for the equity piece. You need to take into account as well that we're a Saudi entity, Masdar is a UAE entity. We had to factor in a strategic decision as to what returns we were expecting from a project that is in our backyard. We're bidding, we just won 100 megawatts in India. That was 6.67 cents. We just signed a power purchase agreement in Australia. The price is not public, but it's higher than that. So each country has its own particularities. This is a one-off thing, and you need to also take into account that 800 megawatts has installations 5 years into the future. So you need to forecast what the price of the installation is going to be 3-4 years from now, so that you are producing 5 years from now. So there's many factors that need to be taken into account to be able to achieve that price. Still, that was a striking price. Mrs. Dajani, you work with many multinational companies that want to settle in MENA. How do you see those very low prices in the big picture? Do you think that will make huge changes? It will make things happen quicker? Is it important for the companies you work with? Well, consumers love it. Consumers love it, and it will speed up the change, and the governments love it, of course. Some companies are, like recently I was speaking with one of the major Chinese manufacturer of solar and also of PV, and developer, and they shrink when you discuss prices with them, such low prices. They say no. But no, I think low prices are the future, and this is the way to go. And I think the low prices will affect shale oil. It will affect a lot of energies that coal, etc. And I think basically this is the future in regions where we have plenty of land and plenty of sunshine, although you always need the base load. But for countries and utilities, but I'm all for it, absolutely. Thank you. Monsieur Camis, alors vous avez, je crois, proposé un des prix les plus bas, voire le prix le plus bas au monde dans l'éolien. Comment est-ce que vous parvenez à ce résultat? Est-ce que c'est uniquement le vent qui souffle sur la côte marocaine? Effectivement, nous avons
offert donc un tarif très bas donc au Maroc. Donc, on est en train de parler donc de 3 à 5 euros par kilowattheure. Donc, mais bon, peut-être que je donnerai une vision un peu plus globalistique de ce qui se passe sur le wind. Je crois qu'il y a une tendance lourde de baisse donc des prix. Nous avons vu il y a un an donc un tarif qui a été proposé en Égypte à peu près de 4 cents. Au Maroc, pour ce projet, je crois que chaque projet il a ses propres spécificités. On est en train d'un projet de 850 MW. C'est un projet donc qui donne une certaine économie d'échelle, que ce soit donc pour les équipementiers, que ce soit donc pour toutes les parties prenantes. Mais une chose est claire, c'est que les facteurs clés ou les facteurs clés donc pour le développement d'un projet éolien, d'abord il faut avoir une ressource éolienne. Nous avons au Maroc donc des gisements de qualité mondiale. C'est-à-dire là nous avons des taux d'utilisation au Maroc qui sont comparables à des taux d'utilisation donc de parcs éoliens offshore. Là on est en train de parler donc des taux d'utilisation donc qui dépassent les 50%. Donc il y a une tendance lourde en termes donc de baisse donc des coûts des équipements. Il y a une ressource aujourd'hui donc qui est disponible et il y a également, à mon avis, c'est ça un peu le plus important également, c'est qu'il y a une appréciation de risque qui est différente, qui s'est améliorée au fil des années par rapport au risque vent et par rapport au risque pays. Donc tout ça font baisser je dirais le coût du capital, que ce soit donc pour le financement, que ce soit également par rapport aux exigences en termes de rentabilité donc pour les actionnaires. Donc je dirais tout ça fait que ça met une pression donc sur les tarifs pour qu'on atteigne donc ce genre de tarifs très bas. Merci beaucoup. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps et un point important dont je voudrais parler, je vais donner la parole à Monsieur Perrin, concernant le financement de cette transition énergétique. Donc on voit que dans les énergies renouvelables, pour les raisons que vient d'évoquer Monsieur Camis et pour les raisons qu'ont évoqué messieurs sur la baisse des coûts, le financement du coup en est facilité. Qu'est-ce qui se passe dans les transports et notamment ces pays producteurs de pétrole qui voient leur rente pétrolière diminuer de manière drastique? Comment font-ils pour financer des investissements importants dans les transports publics par exemple? Oui, alors c'est effectivement une vraie question parce que le transport public ne génère pas autant d'excitation, si je puis dire, des investisseurs que la production d'énergie. Tout d'abord, je crois que pour reprendre le cas de l'Arabie Saoudite, il faut constater que les États vont bien vers une politique de taxation du carburant. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, cette capacité à mettre, non seulement c'est la carotte et le bâton. Le bâton, c'est en l'occurrence rendre la circulation automobile plus compliquée, plus difficile. Aujourd'hui, le prix d'essence en Arabie Saoudite coûte moins cher que le prix de l'eau. Donc le litre d'essence coûte moins cher que le litre d'eau. C'est quelque chose que les autorités saoudiennes, par exemple, ont absolument réalisé et ils vont progressivement monter dans un système de taxation et d'augmentation du coût d'accès à cette énergie. Donc ça illustre bien. Pour autant, le transport public, c'est pas vraiment un business comme les autres, dans la mesure où il y a des dimensions sociales, il y a des dimensions économiques, permettre aux gens d'aller à leur travail et d'y aller d'une manière qui ne soit pas nécessairement le recours à la voiture individuelle, c'est un vrai facteur de développement économique pour les pays, pour les États. Donc ça veut dire que le financement du transport public est principalement un financement public et un financement dans lequel les gouvernements doivent s'impliquer. Il y a également un facteur social important. On voit bien que les troubles sociaux qui peuvent naître à l'occasion de l'augmentation du prix du ticket de transport public est aussi un facteur extrêmement important que les gouvernements doivent prendre en compte. Alors évidemment, il y a cette équation aujourd'hui dans les pays arabes. On le voit en Algérie, par exemple, on le voit en Arabie Saoudite. Il y a cette équation difficile à réconcilier de programmes qui sont extrêmement conservateurs d'investissement, je le disais tout à l'heure. Donc l'Arabie Saoudite, le programme de métro d'Arabie Saoudite qui est en train d'être construit à Riyad coûte une vingtaine de milliards de dollars. Donc on parle de très très gros montants.
à un moment où les ressources de l'Arabie Saoudite ont diminué de manière drastique et où il y a 100 milliards de dollars de déficit du budget. Pour autant, et là c'est là où le relais politique prend le pas, la vision, et c'est également tout à fait vrai par exemple à Dubaï, où la vision, et je crois que le Maroc en est une autre illustration, la vision politique donne la priorité au maintien des investissements. Alors, on voit effectivement des délais, on voit des programmes qui s'étalent un petit peu. L'Algérie avait dit 15 projets de tramway, 15 réseaux de tramway en Algérie en 2020. Bon, il y en aura moins que ça, il y en aura 7, 8, et les autres s'étaleront. Mais pour autant, nulle part, il n'y a de remise en cause de ces projets de transport public. Donc il semble bien que le coût soit parti, que ce soit du côté production ou consommation de l'énergie dans la région. Comme nous sommes pris par le temps, j'aurais voulu vous poser la question à chacun d'entre vous, mais je vais résumer. Quelque chose m'a frappé en préparant cette table ronde, c'est la jeunesse en fait de toutes vos entreprises, ou en tout cas des divisions que vous présidez, qui sont donc dans les énergies. Bon, Monsieur Padmanabhan, vous dirigez Aqua Power, mais vous avez expliqué à quel point les investissements s'orientaient de plus en plus vers les énergies renouvelables. Et donc on voit bien au travers des exemples de vos entreprises, la création de valeur, la création de richesse, les bénéfices économiques dont il est question dans le titre de cette table ronde. Et il y a there is something I wanted to come back to, was about the jobs creation, which is something important, I think, for the region, well, everywhere, of course. Yes, in our group, we have what we call Community Jamil. We have 700 people dedicated on a non-profit basis for the creation of jobs in the Arab world. Since 2003, we have created 750,000 jobs through different initiatives, training, placement, microcredits, support of families to create their own businesses. And we do this in every country where we're active. We have done extensive costing for local manufacturing in the different countries. There will be requirements for local content. However, local content is not necessarily aligned with the lowest price. Local content will require some time because banks will require to feel comfortable with the local manufacturing to be able to finance local content. And we have already aligned training for renewable energy industry in Saudi, for example. But we have not started because you cannot train people that will be graduating for an industry that does not exist yet. Once the program is launched, we were working with government entities to start a training program and involve other companies of the sector. This is not an ALJ thing, to be able to create local value, create jobs, so that most of the value of the installation of renewable energy, in our case, and desalination, which we will be entering soon, will be left in the countries that we do business in. Thank you very much. I think you want to add something. Just a quick point to add. There is a very important thing with renewable energy also, which is extremely coincidental, but significantly value-adding. So it is not just about delivering megawatts. In the case of fossil fuel energy, the reality was you need very large, complex equipment. You are never going to localize that technology or manufacturing in any significant, meaningful way, or you needed enormous capacity deployment in country to do that. So you ended up having to rely on Japan, Germany, France, United States, UK, whatever, to continue to supply all those goods and services in deploying those very large assets. Renewable energy is something completely different. It's right, it'll take time, but just like what you saw in Spain, Germany, France, as these countries started to deploy, it is technology that you can localize much easier. And also because it's very much in its early stage of development, you can not only localize, but you can also start, provided you've got the right infrastructure and learning and development inside the countries, to continue to innovate and retain and capture knowledge and technology. So it is a technology that allows us
to be able to add a hell of a lot more economic value, sustainable economic value to these countries. That's a point that's quite often forgotten. Maintenance, it doesn't require so much of people, but it still requires people. So it can, and particularly with the spread, renewable energy tends to get deployed in typically poorer area, disadvantaged areas. Even in very rich countries, the remote sites are the places where poor and disadvantaged end up living. So in these areas, when you start deploying, you bring significant upliftment in economic value. You're seeing that in Morocco, you're seeing that in Jordan, you're starting to see that in Egypt. Every country that you deploy, you start to, so these are some very significant added benefits in the context of renewable energy. Thank you very much. Yes. I have a comment. You mentioned that we are young companies. I'm going to tell you about an older company, Kodak, if anybody remembers Kodak. In 1997, they had 85% of the world paper market for photography. They had 270,000 employees. Where are they today? They are bankrupt. Their business model doesn't work anymore. So technology, the future is electric. The future is batteries, battery growth, lithium. Lithium, in the next 10 years, will grow by 300%. So there is, everything is changing. The technology is just moving on. And we have to follow suit and be also flexible. Thank you. Do you want to add a last word? Because then we are done, I think. Juste pour dire que nous sommes vraiment donc à un moment historique, un moment d'inflexion majeure dans ce secteur donc d'énergie. Et les cartes seront rebattues. Clairement, aujourd'hui, les business models, enfin, on voit qu'il y a une transition dans les mix énergétiques, mais il y aurait surtout une transition dans les business models. Le business model ancien qui consistait donc à, aménager donc un outil de production et puis produire et injecter donc cette électricité dans le réseau, aujourd'hui, il doit cohabiter avec d'autres business models où le consommateur peut devenir également donc producteur. Donc il y a des opportunités extrêmement importantes donc d'innover et de créer d'autres business models et de pouvoir donc les offrir à de nouveaux consommateurs. Bon, merci beaucoup. On n'aura pas eu le temps de parler de. We didn't have time to mention interconnections between countries, between continents. Trade maybe. Of electricity is very important. Interconnection between countries, absolutely. Next round table, maybe. Donc, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous. Merci, mesdames et messieurs. Et à vous tous également pour votre intérêt. Merci beaucoup. Comme j'étais la première à m'installer, j'ai l'honneur et le plaisir de commencer la restitution donc, de l'atelier que j'ai co-animé avec Emmanuel Trémouille, donc de la société Aegis. Donc cet atelier parlait surtout de construire la ville durable, mobilité et habitat. Il est clair que nous n'avons pas eu le temps, comme j'imagine tous les ateliers, de parler de tout ce dont on voulait parler. Je voudrais juste préciser que sur cet atelier, il y avait donc RATP Dev, Neolux, la SNCF, Vica, Veolia, il y avait Schneider Group, Aegis, Greenflex et un représentant de l'ambassade du Qatar. Donc c'était important de voir un peu comment les sociétés françaises pouvaient intervenir dans les pays arabes par rapport à une question de durabilité. Il est clair que nous avons effectivement relevé la difficulté aujourd'hui à travailler réellement et concrètement avec des énergies renouvelables dans des pays comme le Maroc, enfin peut-être pas comme le Maroc, comme l'Arabie Saoudite ou bien comme le Qatar quand il fait 50 degrés. Donc on a vu avec la RATP qu'il était difficile de mettre en place des bus électriques parce que ces bus électriques ne pouvaient pas fonctionner avec un taux aussi important de chaleur. Mais ce qu'on a vu aussi, qu'il y avait une vraie démarche de la part des sociétés françaises pour mettre en place des actions qui prennent en considération l'environnement durable.
et le développement durable dans des pays qui, aujourd'hui, peut-être n'ont pas comme priorité ces questions-là qui sont débattues en Occident. Donc on a vu aussi qu'on ne pouvait pas généraliser les applications sur des villes durables, on ne pouvait pas transposer toute action réussite dans des pays occidentaux pour les pays arabes. Chaque pays a ses spécificités. Le Maroc a une spécificité qui n'est pas la même qu'au Qatar, qui n'est pas la même qu'au Liban, qui n'est pas la même que dans chaque pays, en fait. Et alors, on n'a pas parlé des énergies renouvelables qui sont celles de la gestion des déchets. Donc, je me permets, en prenant l'atelier, en prenant les membres de cet atelier, à témoin aussi, qu'on peut faire énormément d'énergie renouvelable en réglant la question des déchets. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des pays arabes continuent à brûler leurs déchets à ciel ouvert. Et on sait très bien qu'on peut avoir de l'énergie, que ce soit de l'électricité, que ce soit l'air conditionné, que ce soit la chaleur, en faisant de la biomasse avec les déchets. Donc c'est une question qui n'a pas été énormément traitée aujourd'hui. Ce que je voulais relever. On a parlé aussi de l'habitat, et aussi l'habitat, il y a des questions de coutume, c'est-à-dire faire des villes durables dans les pays arabes, il faut absolument aussi prendre en compte la culture, l'histoire, la manière de vivre, ne pas demander aux habitants des pays arabes de prendre aussi les habitudes qui, des fois, ont été à l'extrême des pays occidentaux. On sait qu'aujourd'hui, les pays occidentaux, aujourd'hui, sont hyper industrialisés. Donc, le but de ces pays arabes sont de ne pas devenir hyper industrialisés et d'avoir une cohérence et une manière d'appliquer ou bien de transformer une ville dans la durabilité par rapport à une cohérence à tous les niveaux. Donc ce n'est pas seulement l'habitat et le transport, mais aussi l'agriculture, pouvoir nourrir les gens qui habitent dans une ville durable, parce que ce n'est pas seulement facile de faire des tramways électriques, mais il faut aussi savoir nourrir ces gens qui habitent, de travailler sur l'éducation de la nouvelle génération, c'est des points qui sont très importants, et de pouvoir installer des comportements durables, pas seulement aujourd'hui parce qu'il y a des volontés politiques, mais aussi pour les nouvelles générations. Voilà, merci beaucoup. J'enchaîne. Bonjour à tous. Moi, je suis Hélène Lebedef de l'entreprise Veolia et j'ai animé avec Julien Collas de EPE l'atelier qui s'intitulait « Réinventer une croissance durable ». Participer à cet atelier plusieurs personnes d'horizons très différents, Enerdata, Deloitte, Veolia Maroc, Aligeo Africa, la Chambre de commerce et d'industrie France-Maroc. J'espère que j'oublie personne. Donc les principaux points qui ont émergé de nos discussions et qui étaient très riches et qui sont difficiles à résumer, ce que je vais quand même essayer de faire, était d'abord que la nécessité de réinventer un monde durable ou une croissance durable, elle est partagée, elle est affirmée dans l'accord de Paris d'ailleurs, et elle est très largement déjà intégrée dans les préoccupations et dans les démarches des pays du monde arabe. Plusieurs exemples ont été évoqués ce matin, notamment avec le Maroc, pour des raisons de dépendance énergétique très forte, et à l'extrême inverse de cette situation, l'Arabie saoudite, qui n'a pas de dépendance énergétique, mais qui est dans une situation où, compte tenu du prix des énergies fossiles, elle doit aussi se réinventer une croissance et repenser ses modèles. Ou encore, on a évoqué l'Algérie qui se trouve dans une situation de dépendance d'approvisionnement en ressources importantes, notamment alimentaires, et qui, là aussi, réfléchit à des nouveaux modèles pour réduire cette dépendance. Donc on le voit, les choses sont en marche. Réinventer une croissance durable est largement intégrée dans les politiques. L'autre constat qu'on a partagé, c'est que ce monde arabe rassemble toutes les conditions d'une transition idéale, puisqu'ils ont une démographie maîtrisée, des ressources économiques importantes et des économies très matures, et puis une météo propice à des énergies nouvelles comme le solaire ou autres, mais évidemment des enjeux très forts liés au changement climatique qui nécessitent d'aller vraiment vers de nouveaux modèles.
On a aussi constaté que les sujets n'étaient pas technologiques. Les technologies existent. Il y a déjà des laboratoires très intéressants dans beaucoup de pays, mais ils sont davantage de l'ordre de la gouvernance ou de l'ordre de la mobilisation et de la direction des financements vers ces nouvelles technologies, et de l'ordre des mécanismes aussi qui peuvent être mis en place pour que ces financements soient orientés correctement, et notamment inévitablement des sujets comme le prix du carbone, qui sont un des leviers très, très importants. Peut-être le dernier constat, c'était que il y a beaucoup de choses qui doivent être aussi faites à l'échelle locale, et notamment en matière de sensibilisation. L'état d'esprit et la sensibilisation à ces sujets est à travailler encore et toujours, mais d'ailleurs pas plus qu'ailleurs, hein. Enfin, mais ça doit être fait à l'échelle locale, avec des stratégies territoriales de croissance durable et des mesures d'accompagnement et de financement adaptées à ces stratégies. Voilà en quelques mots ce que cet atelier a pu partager. Bonjour. Donc moi j'animais avec le Dr Riyad Boudjemahidi de EDF, directeur Afrique du Nord d'EDF. Donc l'atelier sur la mobilisation des nouvelles énergies. Étaient présents les cabinets GIDE, Herbert Smith Freehills, et les sociétés Ponticelli, Aera et Optimum Tracker, ainsi que le représentant de l'ambassade d'Algérie en France. On a en fait, au cours de cette discussion, dégagé 6 points principaux. Le premier est lié, comme on pouvait s'y attendre, aux problématiques de financement pour faire émerger ces différentes énergies en Afrique du Nord et dans le monde arabe. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'idées qui sont actuellement un petit peu au stade du défrichage et qui méritent les unes comme les autres d'émerger pour pouvoir s'associer à des projets et les rendre possibles sur le plan de la mise en œuvre opérationnelle. Il y a un petit peu une effervescence qui n'est pas encore, c'est pas encore totalement traduite dans les faits, mais on voit que à la fois des moyens existent à travers un certain nombre de fonds qui ont d'ores et déjà été développés. On pense au fonds Power Africa qui est piloté par l'USAID, par notamment aussi les Chinois, ça a été révélé, qui sont très présents sur les projets hydro et qui sont fortement soutenus par l'Exim Bank, et des structures de type investissement et partenaires portées par l'ancien directeur général de l'AFD, Jean-Michel Severino, qui, entre autres, s'investissent beaucoup sur le portage de projets à travers des fonds. On regrette simplement que d'autres moyens qui sont pour autant très présents n'aient pas pu véritablement donner leur pleine puissance dans cette affaire. On pense notamment à l'utilisation des crédits carbone qui, pour l'Afrique du Nord, n'a pas donné les mêmes effets, c'est le moins qu'on puisse dire, que les succès qui a pu être constatés notamment en Chine, en Inde et au Brésil. Et on compte beaucoup sur la mise en œuvre véritable du Fonds vert climatique, qui existe, qui est largement doté, mais qui pour l'instant ne s'est pas totalement manifesté en termes de matérialisation pour les projets de cette nature. Deuxième point, les problématiques juridiques. Quand je dis problématiques, c'est essentiellement la manière dont les projets sont accompagnés sur le plan juridique qui leur est nécessaire pour pouvoir exister. C'est la mobilisation de toute la documentation juridique. C'est un effort important, notamment pour l'ensemble de ces pays où il n'y a pas forcément de vécu, d'expérience, d'existence là-dessus. Donc des initiatives existent. Il a été notamment évoqué l'initiative Scaling Solar de l'IFC, enfin de la SFI, filiale de la Banque mondiale, qui vise à, j'allais dire, pré-rédiger quasiment l'ensemble de la documentation juridique pour un certain nombre de projets, plus la packager avec des financements. Et ce type d'expérimentation, si elle gagnait à être popularisée, rendrait, j'en dirais, largement service à bon nombre de projets pour leur faciliter la tâche et surtout les faire accéder plus rapidement possible à la phase opérationnelle. Troisième point, sur le plan des technologies et des modèles en quelque sorte économiques, l'ensemble des participants s'accordent à penser qu'on ne va pas arriver vers un 100% énergie renouvelable. On est vraiment dans une optique de transition où s'organise une sorte de cohabitation, notamment en Afrique du Nord, en Afrique subsaharienne également, avec les nouveaux modèles de type énergie renouvelable et d'autres.
qu'on ne va pas qualifier de plus anciens, mais qui peuvent parfaitement s'hybrider avec eux, ont donc des configurations de style solaire, plus stockage, plus petits groupes électrogènes, de nature à pouvoir apporter des solutions à titre local ou à des échelles de plus large puissance sur les différents enjeux géographiques de ces différents pays. Grosse question également sur l'organisation des réseaux, la manière dont va se structurer l'électricité ou l'énergie dans ces pays, avec plusieurs optiques possibles. Une organisation un petit peu à l'ouest européenne, avec des réseaux forts et puissants, qui sera sans doute la tendance de fond sur, je dirais, la longue distance, mais qui peut-être, dans un premier temps, laissera la place à l'émergence de réseaux très locaux, organisés de façon presque autonome, de façon au clavier, et qui permettront effectivement une première approche de la création d'énergie à un stade très local. Cinquième point, et ça rejoint le précédent, la place des États dans la mise en œuvre de ces nouveaux modèles. Elle est fondamentale, mais elle ne sera pas forcément seule et unique. Et on voit bien que, et c'est le dernier point, je conclurai par ceci, c'était vraiment le sentiment de l'ensemble des participants de cet atelier. L'avenir laisse largement apparaître de nouveaux modèles, de nouveaux acteurs sur ce front de l'énergie. Et on voit que le jeu est beaucoup moins, je dirais, calé entre acteurs traditionnels. On sent de nouveaux acteurs très motivés qui rentrent sur ces marchés, avec sans doute un décloisonnement un petit peu des concepts et de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, avec l'émergence de projets ou de manières d'organiser ces projets très différentes. En tout cas, la porte, c'est ce qui était la conclusion, la porte sur les énergies renouvelables et sur les nouveaux modèles est en train de s'ouvrir largement en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Merci à vous. Donc, je vais vous rendre compte très rapidement de l'atelier Acteurs politiques et économiques ensemble pour le climat et la croissance, c'est tout un programme en soi, que j'ai co-animé avec Claire Tutenuy, donc déléguée générale de PE, avec la participation de représentants, pardon, j'ai pas toutes les cartes, de la Chambre de commerce franco-arabe, franco-marocaine, d'experts et de financiers, et voilà. Donc, nous avons tout d'abord abordé une analyse des blocages et des leviers qui ont permis la réussite de la COP21. Et parmi ces leviers et ces facteurs positifs figure donc presque un basculement de l'attitude du monde économique et financier des entreprises par rapport à l'enjeu climatique, qui était auparavant assez réticent, il faut bien le dire, qui craignait beaucoup des fiscalités sur le carbone, toutes sortes de contraintes et de règlements qui nuisaient, entre guillemets, à la croissance de l'industrie et grosse consommatrice d'énergie. Et ce refus, cette réticence était évidemment très prégnant dans tous les pays émergents. Bon, l'attitude aussi beaucoup plus favorable des États-Unis et de la Chine, qui sont les deux plus gros émetteurs de gaz à effet de serre encore aujourd'hui, a été évidemment déterminante aussi dans le fait que cette négociation puisse aboutir. De même, les pays pétroliers, il y en a un certain nombre dans le monde arabe, qui, c'est un euphémisme, n'étaient pas vraiment des facilitateurs de la négociation climatique jusqu'ici, ont montré aussi une autre attitude. Et même si ils ont pesé de tout leur poids, et ils ont contribué à l'accord, aussi parce que ils se projettent de plus en plus dans le monde d'après. Et le signal pour un monde bas carbone qui est envoyé notamment au sommet des États est de plus en plus fort. Et le fait que la COP21, enfin que la négociation aussi aboutisse, est en soi un signal déterminant de la communauté internationale au plus haut niveau. Je rappelle qu'au premier jour de la COP21, il y avait plus de 150 chefs d'État présents, ce qui était du jamais vu dans ce type de conférence, qui habituellement réunissait essentiellement les ministres de l'environnement, pas même les ministres de l'énergie d'ailleurs. Donc on a une évolution considérable, et dans cette évolution, l'attitude des entreprises et des mouvements d'entreprises et des groupements d'entreprises a été absolument déterminante. Ensuite, nous avons abordé ce que pouvait être le rôle de la puissance publique par rapport aux investissements nécessaires de la transition énergétique. Donc j'ai parlé du signal fort bas carbone donné au niveau international,
Le rôle aussi des cadres législatifs et réglementaires, hein, donc en France nous avons la loi sur la transition énergétique, mais la plupart des pays mobilisés, ne serait-ce qu'à travers les contributions nationales exigées à travers la négociation climatique elle-même, tous les États sont amenés à bâtir des stratégies et des plans de moyen et de long terme, pas seulement d'ailleurs pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, mais pour réussir cette transition vers une croissance et un développement beaucoup plus durable et équitable qu'il ne l'est aujourd'hui. Et puis, pour finir, donc, nous avons abordé les questions de financement qui recoupent un petit peu ce que vous avez dit. Le rôle des États étant essentiel. Enfin, le secteur énergétique a toujours été absolument vital pour tous les États, quels qu'ils soient et quel que soit le contexte. Mais là aussi, on a une évolution qui se fait jour, hein, avec des acteurs. Enfin, on a aussi beaucoup encore d'entreprises d'État, hein, de productrices d'énergie, en particulier dans le secteur des fossiles. Mais maintenant, avec l'émergence de services énergétiques, l'émergence des renouvelables, l'émergence de toutes sortes de problématiques aussi plus décentralisées qu'elles n'étaient, on a aussi l'émergence de centaines d'acteurs privés qui nécessitent un autre accompagnement, une autre politique publique également. Donc on a évoqué plusieurs aspects, les partenariats publics-privés, hein, qui se développent beaucoup, la nécessité de poursuivre, de développer la mobilisation des banques, hein, des acteurs financiers, des fonds d'investissement, qui certes est de plus en plus forte, mais qui reste à conduire, la question de la réglementation et de la stabilité du cadre réglementaire, la question aussi du risque, le fait que la puissance publique apporte une garantie et fasse évoluer d'ailleurs sa politique en la matière de soutien à l'export, de soutien à un certain nombre d'activités, en apportant sa garantie ou pas à un certain type d'investissement, est un outil majeur pour booster les investissements dans ce domaine. Pour vous donner un exemple aussi, avant la signature de l'accord sur le climat qui a eu lieu le 22 avril à New York, plus de 400 acteurs financiers ont lancé un appel, ça vous a peut-être échappé, mais enfin ça a été dans tous les organes de presse et des médias internationaux. 400 acteurs financiers, banques, investisseurs, etc. ont lancé un appel à signer et à ratifier cet accord au plus vite. Donc ça montre aussi la dynamique qui est en cours. Et enfin, une annonce importante. Donc, fin juin se tiendra à Londres le deuxième Business Climate Summit. Le premier avait eu lieu au mois de mai dernier à l'UNESCO. Paris avait réuni pour la première fois plusieurs centaines, voire milliers, d'acteurs économiques et financiers pour définir, accompagner, réfléchir à la transition énergétique et à tous les investissements et les projets qui vont avec. Donc ce Business Climate Summit réunit d'ailleurs tous les EPE et bien d'autres, hein, aussi le Global Compact et toutes sortes d'acteurs, World Business Council for Sustainable Development et bien d'autres, pour réunir à nouveau tous les acteurs économiques et financiers. Et je ne doute pas que ceux du monde arabe y seront très présents. Et je n'ignore pas aussi qu'au Maroc, il y aura beaucoup de choses qui sont prévues de la part des entreprises, des chambres de commerce, de l'homologue marocain du MEDEF français, pour que la mobilisation des entreprises se poursuive à travers les coalitions dont a parlé Madame Royal ce matin, mais aussi à travers les centaines et milliers de projets qui ont cours maintenant. Et là-dessus, évidemment, le monde arabe est à la fois sous la menace, c'est clair, hein, est très affecté par le changement climatique, mais a aussi une opportunité formidable de réussir un développement qui lui soit propre et qui soit durable. Bonjour, John Crothers du cabinet Gide et moi-même avons donc co-animé cette table consacrée à l'investissement pour la croissance et le climat, à laquelle participait une représentante de l'ambassade d'Égypte, une représentante de l'entreprise Cemex, c'est un des très gros opérateurs mondiaux dans le domaine un très grand cimentier mondial, deux éminents représentants d'éminents réseaux bancaires, l'IPMED aussi, voilà. Et donc, que dire à ce sujet rapidement? 3 points. Premier point, certes, comme on en a beaucoup parlé ce matin, presque exclusivement, l'investissement dans les énergies renouvelables est critique, et en plus, il se trouve que dans la zone
MENA, comme ça a été dit, et tant mieux ce matin, il y a des opportunités d'investissement rentables dans le solaire et le photovoltaïque dès maintenant, même s'il y a encore des subventions aux énergies fossiles. C'est ce qu'on a entendu très clairement ce matin, et c'est une bonne nouvelle. Mais ceci dit, les besoins d'investissement pour la transition bas carbone dépasse largement le sujet des énergies renouvelables. Ça concerne en fait la totalité du tissu économique. Je citerai rapidement les choses que vous connaissez, le bâtiment, les transports, l'ensemble des processus de construction, l'agriculture qui joue un rôle très important, notamment pour la séquestration. On rappelle que notre objectif, c'est net zéro, milieu de siècle. Net zéro, net. Net, ça veut dire qu'il faut séquestrer. Et pour le moment, la technique la moins coûteuse de séquestration du carbone, c'est d'améliorer la capacité de séquestration des sols en faisant transiter la totalité de l'agriculture mondiale dans les 30 ans qui viennent vers les techniques de l'agroécologie. Ça représente des investissements très importants et très diffus. Et puis enfin, un point très important à ne pas oublier, c'est que les besoins d'investissement, et notamment pour la zone MENA, sont aussi des besoins d'investissement pour l'adaptation au changement climatique, et notamment toute la question de l'eau, de ce point de vue-là, qui est plutôt du côté de l'adaptation. Donc on a, avec ces besoins d'investissement, ces perspectives d'investissement, et bien sûr des leviers de croissance extrêmement importants pour la période qui s'ouvre. Alors deuxième point, et on a vu notamment avec le témoignage de notre cimentière que de ce point de vue-là, les industries se préparent, ont déjà des horizons d'investissement, de modification de leurs procédés de construction, qui peuvent avoir des effets colossaux. Ceci dit, deuxième point, aujourd'hui, le constat des financiers est unanime, il y a plus de liquidités qu'il n'y a de projets à financer, de projets verts à financer, de projets rentables à financer. Alors, c'est lié au fait que les signaux des politiques publiques à l'échelle mondiale ne sont pas encore alignés en totalité, même si on peut se réjouir que dans la région MENA en particulier, et c'est ce que nous avons entendu ce matin, le processus de diminution des subventions aux énergies fossiles, ce qui est une façon de supprimer le prix négatif du carbone, soit entamé, et on peut espérer qu'il se poursuive, d'autant plus que le contexte de faible prix du baril est favorable, rend moins difficile politiquement ce genre d'opération, avant même de parler de fixation d'un prix positif du carbone. Je voudrais insister sur un point aussi, cet alignement des politiques publiques doit être accompagné, et la représentante de l'ambassade d'Égypte a beaucoup insisté sur ce point à juste titre, doit être accompagné de programmes de renforcement de capacité, aussi bien de renforcement de la conscience que des compétences, awareness and skills, a-t-elle dit. On sait que c'est un point qui a été beaucoup débattu pendant la COP21, qui va l'être encore au moment de la COP22, et qui est essentiel dans cette région du monde, et qui suppose pour le coup des financements de l'ensemble des contributeurs publics. Troisième point, le financement, à proprement parler. Je crois que ce que je peux dire, pour rester très simple et très concis, premièrement, on a besoin effectivement on sait que les financements seront avant tout des financements privés, parce que les investissements seront avant tout des investissements privés, et que, donc, avant tout, ça veut dire très majoritairement. C'est un rapport à l'échelle mondiale 20-80, en gros. Donc 80% de financement privé, ça suppose d'utiliser correctement l'argent public, quel qu'il soit, que ce soit celui des budgets des États, des collectivités locales ou des banques publiques, pour faire levier sur les financements privés, et en priorisant notamment les instruments qui ont les meilleurs effets de levier de type système de garantie, ce vers quoi s'oriente le fonds vert par exemple, et d'autres initiatives. Deuxième point sur le financement, le fléchage. Je crois qu'il y avait consensus autour de la table entre les financiers sur le fait que la question du fléchage des financements sur les investissements verts est un point très important. C'est ce qui se passe avec le développement des obligations vertes. C'est un phénomène ça peut, si ça continue à se développer à la vitesse à laquelle se développe, avoir un effet systémique sur l'industrie financière, parce que ça permet en gros de nourrir l'appétit des investisseurs pour les actifs verts dont il manque. Enfin, dernier point, il faut distinguer la question du financement des grandes infrastructures, qu'il s'agisse d'infrastructures énergétiques ou d'infrastructures de transport,
même si c'est des modèles économiques très différents, de tous les financements diffus. De même que tous les secteurs sont concernés par les investissements, les besoins d'investissement bas carbone, c'est pour une bonne part des investissements de petites dimensions qui doivent être faits dans l'économie diffuse, des particuliers, des petites entreprises, qu'il s'agisse de bâtiments ou de processus de production, d'acquisition de matériel, etc. Et donc ça suppose aussi une forme de capacity building des banques qui sont les principaux financeurs à l'échelle mondiale de ces opérations, et un bon nombre d'entre elles, parmi les plus grandes, notamment HSBC qui a été représentée, et la Société Générale, sont engagées dans ce mouvement de formation et d'impulsion sur l'ensemble de leur personnel, de leurs agences pour développer ces financements. Enfin, dernier point, et pour conclure, la question pour la région MENA, notamment de l'accès au financement, puisqu'on voit bien qu'on a vu beaucoup d'initiatives à l'occasion de la COP21, avant, après, beaucoup d'initiatives qui font que la finance verte aujourd'hui, si elle est encore minoritaire, n'est plus marginale, que ce soit dans le monde des investisseurs ou dans le monde bancaire, qu'il y a en plus un vrai, comme je viens de le dire, un vrai désir d'aller dans ce sens-là. Il n'empêche que, et il y a eu par ailleurs d'autres initiatives publiques visant justement à faciliter l'accès, mais il y a une certaine opacité sur les conditions d'accès, notamment pour les pays du Sud, à ces financements. J'ai noté que la présidence marocaine avait fait cette question-là une de ses 3 priorités pour la COP22, en appelant de ses voeux la construction, comme ça a été publié hier, d'une Fast Track Finance Initiative dont le dessin reste encore à concevoir.